nous allons parler dans cette partie de l'innervation extracardiaque ou l'innervation cardiaque en général. En étudiant l'automatisme cardiaque, comme nous l'avons déjà vu auparavant, et d'après les expériences de Friedenthal, un cœur dépourvu de toute innervation extrinsèque est capable de se contracter pendant longtemps lorsqu'il est bien entendu perfusé avec un liquide physiologique adéquat. Ceci indique que le cœur possède en lui-même les éléments de son fonctionnement. Cependant, ce cœur ainsi préparé est incapable de s'adapter aux variations des exigences de l'organisme. C'est par exemple pendant un effort. En définitive, le fonctionnement normal du cœur dans l'organisme est sous l'influence de deux systèmes. Un système nerveux intrinsèque qui est responsable de son automatisme et un système nerveux extrinsèque qui est responsable du maintien et du contrôle de cette activité intrinsèque. En ce qui concerne le système nerveux intrinsèque, nous l'avons déjà défini auparavant, il correspond au tissu nodal. Et ce tissu nodal est composé de plusieurs structures: le nœud sinusal, le nœud auriculoventriculaire, le faisceau de His et le réseau de Purkinje. Donc je vous renvoie à cette partie déjà étudiée. En ce qui concerne le système nerveux extrinsèque, ce système nerveux est double. Il est parasympathique et sympathique. C'est un système antagoniste. Les centres cardiovasculaires, médulaires et bulbaires exercent des influences sur le cœur. La stimulation sympathique permet d'augmenter la fréquence cardiaque, c'est ce qu'on appelle l'effet chronotrope positif. Elle augmente la vitesse de conduction auriculoventriculaire, c'est ce qu'on appelle l'effet dromotrope. Elle augmente aussi l'excitabilité cellulaire, c'est l'effet bathmotrope. Et enfin, elle augmente la contractilité myocardique, c'est l'effet inotrope. Les influences du système sympathique est liée à la libération d'un neurotransmetteur qu'on appelle la noradrénaline. La stimulation parasympathique engendre principalement un effet chronotrope négatif avec une diminution de la conductibilité. Et donc c'est un effet dromotrope également négatif. Nous commençons tout d'abord par l'innervation parasympathique. Les nerfs parasympathiques qui innervent les différentes branches du cœur sont constitués par des fibres préganglionnaires vagales, c'est-à-dire appartenant au nerf vague, et dans le corps cellulaire se trouve au niveau du bulbe rachidien et principalement dans le noyau dorsal du vague. Généralement, les fibres issues du vague droit passent d'abord à l'oreillette droite, puis ensuite arrivent au nœud sinusal,
alors que le nœud auriculo-ventriculaire reçoit ces différentes branches par le vague gauche. L'effet prédominant de la stimulation du nerf vague droit serait donc un effet sur la fréquence cardiaque, comme nous l'avons dit tout à l'heure, un effet chronotrope négatif. Alors que le vague gauche, il aurait un effet sur cette conductibilité auriculo-ventriculaire, c'est ce qu'on avait appelé l'effet dromotrope négatif. Par contre, l'innervation de la paroi ventriculaire parasympathique est pratiquement très réduite ou inexistante. Les fibres sympathiques préganglionnaires sont issues de la zone intermédio-latérale de la moelle thoracique. Ces fibres font synapse avec des neurones post-ganglionnaires au niveau des ganglions sympathiques et en particulier le ganglion stellaire. Et ces fibres atteignent par plusieurs branches et de façon uniforme les différentes parties du cœur et libèrent à leur extrémité la noradrénaline. L'influence sympathique sur le cœur pourrait également s'exercer par la libération de l'adrénaline dans la circulation par la médullo-surrénale. Alors le cœur, comme nous l'avons vu, est un organe automatique influencé par ces deux innervations antagonistes, modératrices et accélératrices, et qui vont réguler à chaque instant son rythme pour l'adapter aux besoins de l'organisme. L'influence de cette innervation présente un caractère tonique sur la musculature cardiaque. Et tonique, c'est un phénomène qui est permanent. C'est contraire de phasique. Donc le cœur est soumis de façon continue à un tonus qui va permettre de moduler et réduire sa fréquence par rapport à celle imposée par le nœud sinusal. Tout d'abord, nous allons parler du tonus cardiomodérateur. Alors, le tonus cardiomodérateur est un tonus qui va être exercé par le nerf vague. Comme nous l'avons déjà vu, c'est le nœud sinusal qui impose son rythme au reste du cœur. Mais dans les conditions normales, le cœur étant en place, sa fréquence est alors de 70 à 80 battements par minute. Donc, ceci indique que le cœur est sous l'influence d'un frein permanent ou un tonus permanent, et ce frein, c'est ce qu'on appelle le frein vagal. Alors, comment on peut définir l'existence de ce frein? Il suffit de faire une petite expérience, par exemple chez le chien. On prend un chien chez lequel on va... donc le chien a une fréquence aux alentours de 90 battements par minute. Chez ce chien, soit on va couper les deux nerfs vagues, ce qu'on appelle la bivagotomie, ou bien on va injecter l'atropine, donc qui va nous donner une réaction réversible. L'atropine est un antagoniste de l'acétylcholine au niveau des récepteurs muscariniques. Donc la section des nerfs vagues ou l'injection d'atropine provoque
une augmentation de la fréquence cardiaque. Et la fréquence passe de 90 battements minute jusqu'à 150 battements par minute. Et donc, on a une accélération cardiaque. Et cette différence entre la fréquence normale et la fréquence sinusale correspond à la variation exercée par le tonus cardio-modérateur. Donc on a une levée du frein vagal. Et par conséquent, on peut conclure que le cœur est soumis en permanence à un tonus cardio-modérateur qui freine de façon constante et régulière sa fréquence. Le cœur est également soumis à l'influence d'un tonus cardio-accélérateur. Cependant, ce tonus cardio-accélérateur est moins important que le tonus cardio-modérateur et son action est masquée par l'influence des nerfs vagues. Pour le mettre en évidence, il faut d'abord supprimer l'action des nerfs vagues, c'est-à-dire supprimer l'action modératrice pour apprécier l'importance du tonus cardio-accélérateur. Donc, toujours c'est chez le même animal ici. Après la bivagotomie, on va cette fois-ci soit sectionner les nerfs sympathiques ou bien injecter un antagoniste non spécifique tel que le propranolol qui va agir sur les récepteurs bêta 1, bêta 2. Cette injection ou cette section va entraîner une diminution de la fréquence cardiaque. Et cette fréquence passe de 150 à 120 battements par minute. Cette fréquence de 120 battements par minute correspond alors à la fréquence imposée par le nœud sinusal. Puisque maintenant, le cœur est dépourvu de toute influence régulatrice du système nerveux, que ce soit parasympathique ou sympathique. Et cette variation entre la fréquence sinusale et la fréquence atteinte après la bivagotomie correspond à la variation du tonus cardio-accélérateur. Comme on le remarque aussi ici, il est beaucoup plus faible que le tonus exercé par les nerfs vagues, donc le tonus cardio-modérateur. Alors, quelle est l'origine de ces deux tonus? Comme on vient de le voir, le tonus cardio-modérateur ou accélérateur ne sont que des messages et les nerfs vagues et les nerfs sympathiques ne sont que des voies de transmission de ces messages. Alors le plus important, c'est de mettre en évidence les facteurs qui influencent les centres cardio-accélérateurs ou cardio-modérateurs pour donner naissance à un influx modérateur ou accélérateur. Pour ce qui est du tonus cardio-modérateur,
toujours l'expérience chez l'animal, ont montré que lorsqu'on supprime l'influence des centres nerveux encéphaliques par section prétubérantielle, c'est-à-dire au niveau du tronc cérébral au-delà du bulbe rachidien, ne modifie pas le tonus vagal. Ces centres donc ne sont pas à l'origine de ce tonus. Par contre, d'autres expériences sont en faveur d'une origine plutôt réflexe du tonus cardio-modérateur. Et c'est grâce aux expériences de Ludwigson et de Hering que 4 nerfs ont été mis en évidence et qui contribuent au maintien du tonus cardio-modérateur. 2 d'entre eux ont été découverts par Ludwigson en 1866 chez le lapin. Il s'agit des nerfs qui proviennent du sinus cardio-aortique et qui cheminent par les régions cervicales à côté du nerf vague. Et bien sûr, ils sont mêlés au nerf vague chez certaines espèces comme l'homme et le chien. Les terminaisons de ces nerfs sont sensibles à l'étirement et dans la stimulation centripète, c'est-à-dire la stimulation afférente vers les centres, provoque une diminution de la fréquence cardiaque. Ce n'est qu'en 1923 que 2 autres nerfs ont été mis en évidence par Hering. Ces nerfs proviennent du sinus carotidien. Ils pénètrent dans le bulbe par le nerf glossopharyngien, qui est la 9e paire de nerfs crâniens, et ils ont les mêmes effets que ceux de Ludwigson, c'est-à-dire sont sensibles à l'étirement et dans la stimulation centripète provoque une cardiomodération. La section de ces 4 nerfs, c'est-à-dire alors lorsqu'on parle de 4 nerfs, c'est-à-dire ce sont 2 paires, chaque nerf a une partie droite et une partie gauche, une branche droite et une branche gauche, et donc ça constitue 2 paires. La section de ces 2 paires, en même temps, provoque alors une accélération cardiaque, comme si l'on a coupé les nerfs vagues. Ces nerfs donc entretiennent le tonus cardio-modérateur. Et à partir de là, on peut déduire que l'ensemble de ces nerfs aortiques, c'est-à-dire le Ludwigson et carotidienne, les nerfs de Hering, constituent le frein du cœur en raison de leurs effets importants. Ces nerfs n'exercent leurs effets que s'il y a intégrité de tout le système cardio-modérateur, c'est-à-dire les centres cardio-modérateurs, les nerfs vagues et les nerfs dépresseurs. Donc il faut que le circuit soit intact pour que ce tonus cardio-modérateur soit exercé. En effet, si par exemple on sectionne les nerfs vagues
et qu'on stimule ces nerfs dépresseurs de l'adduction et de ring, la stimulation centripète ne génère aucune modification de l'activité cardiaque, dans la mesure où les centres nerveux, même s'ils reçoivent l'influence provenant des nerfs dépresseurs, il ne pourra pas transmettre la réponse modératrice vers le cœur, puisque la voie de transmission vagale est sectionnée. Alors on comprend bien ici que l'excitant majeur qui induit ce réflexe modérateur est la variation de la pression sanguine qui règne au niveau aortique et carotidienne. Un excès de tension artérielle au niveau de ces branches crée dans les nerfs dépresseurs un influx qui, transmis au centre cardio-modérateur et par la voie centrifuge des nerfs vagues, ralentir l'activité cardiaque. Pour ce qui est du tonus cardio-accélérateur, les origines de ce tonus sont moins bien connues du fait que ces réflexes sont dominés par leurs antagonistes inhibiteurs. Pour étudier les réflexes cardio-accélérateurs, il faut d'abord éliminer la composante vagale, mais malgré cela, il est très difficile d'obtenir une accélération cardiaque par une simple sollicitation de ces nerfs dépresseurs.